sait jamais quand ça démarre, parce que, encore une fois, bon, c'est une causerie. Oui, c'est pas une présentation, c'est ça, c'est tout à fait. J'ai mis Rosa derrière, oui, c'est une petite carte de visite qui est là. Il y aura un faux plan dessus par après. C'est marrant, quand j'ai sorti la feuille 3 fois, pourtant j'ai encore de l'encre, ça n'a pas marqué. La feuille de quoi? Pour agrandir le Rosa sur le dessus. Ah oui, 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 oui. Bon, Voilà. Oh non, c'est bien, elle est fantomatique. tout à fait. Un peu comme toi. Oh non. Ah non. Alors, si tu vas voir ça, parce que ça fait partie. Mais non. Professionnellement, surtout. Voilà, ouais, ça c'est bien. Et on n'est pas toujours compatible. Ah, mais ça, c'est ce qui fait des bons électrons, ça. Hein. De pouvoir s'attirer, se repousser, s'attirer, se repousser. Ouais, ça dépend sur quoi. Ça dépend. Il y a des incompatibilités qui sont plus simples que d'autres parce qu'elles sont complémentaires. Mhm. Et d'autres qui sont conflictuelles. Et quand on n'a pas du tout la même vision ou qu'on a des visions opposées sur un certain nombre de choses, on entre dans le conflictuel et du coup, ça n'est plus productif. Mhm. Et voilà. C'est pas une question ni d'amitié, ni de respect, ni quoi que ce soit. C'est juste que je me rends compte qu'il y a des personnes avec qui j'ai plus facile à travailler que d'autres. Avec ma vieille expérience dans le travail. Et c'est dans tout, hein, c'est pas seulement dans l'édition. Simplement dans l'édition, il y a quelque chose qui se rajoute. C'est que c'est un travail personnel et que quand on arrive avec une œuvre qu'on a portée seul, enfin assez seul pendant tout un temps, eh bien on a déjà une vision de la chose qui parfois doit être contredite. Mais voilà, il faut qu'il y ait une... c'est très compliqué, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle dans la contradiction qui fait que ce n'est plus seulement de la simple contradiction et qu'on comprend le point de vue de l'autre. La relation avec l'éditeur, c'est fondamentalement ça, c'est pas une question de qualité, c'est juste une question c'est un puzzle. C'est un puzzle. Il faut juste que les contradictions puissent s'enclencher, se compléter l'une autre, et c'est pas toujours possible. Ah, ça emboîté, c'est ça. Il faut pas chercher. Parfois on cherche et ça fonctionne pas. Ah ouais, non. Mais bon, c'est comme une recette, quoi. C'est comme une recette, il faut, voilà. faut tâter un peu. Il faut tâter, parfois ça marche, mais en fait, quand j'ai rencontré Pierre de Mulenard de Only, je me suis trouvé dans une relation naturelle, en fait. Du fait qu'il était peut-être plus jeune aussi. Non, mais ce qu'il me disait Était pertinent. Non, pas forcément, mais intéressant. Mais, disons, voilà, c'est même pas ça. Ce qu'il disait m'intéressait parce que c'était interpellant. Ce qu'il disait à quel sujet, à quel point? Du livre. Là, je parle purement technique. Hein, non, c'est vraiment des commentaires sur le livre lui-même.
Mais j'avais déjà travaillé ce livre avec un autre éditeur, et donc je suis arrivé avec un produit quand même déjà très cohérent, mais ce qu'il a rajouté était tout à fait intéressant. Alors parfois j'ai dit non, mais ça c'est fondamental, c'est de pouvoir dire non sans que ça prête à un conflit, parce que c'est pas un non j'ai pas envie, c'est un non je ne pense pas que ce soit ça qu'il faut faire, qu'il faille faire, qu'il faut faire. C'est le subjonctif, mais quelle horreur! Mais qui a inventé ce truc? Faisons un bond en arrière. Oui. L'alimentaire chez toi. Hein? L'alimentaire. L'alimentaire Tu es jeune, bio. Quand tu as 20 ans, comment tu te lances dans la vie? Donc ça c'est l'alimentaire, pour gagner sa vie, qu'est-ce que tu... Mais en fait, avant de penser gagner ma vie, j'ai pensé explorer mes ambitions. Mhm. Donc, quand j'avais 15 ans, je voulais devenir John Lennon et Éluard. L'un ou l'autre, Oui, ou les deux. Et puis j'ai découvert Zola, j'ai voulu devenir journaliste. Le lien n'est pas immédiat, mais voilà. Et donc, mes relations avec mes parents n'étant pas toujours faciles, parce qu'on était de deux générations. Eux, c'était des pré-68 arts, moi j'étais un post-68 arts. Et donc, on n'avait pas du tout la même vision des choses, ni des études, ni du fait simplement que moi je voulais faire des études de journalisme et que mes parents avaient un problème avec... mon père voulait impérativement que je fasse les sciences économiques. Mhm. Donc voilà, c'était un clash de génération. Pour moi, c'était inadmissible qu'on me l'impose. Pour lui, c'était inadmissible de ne pas me l'imposer. Voilà. De ne pas te soumettre. Et voilà. Et donc, mon parcours universitaire était très court et assez chaotique. Mais tu démarres quelque part en faisant... Mais en fait, j'en ai profité pour faire de la radio libre. Donc, Voilà. j'étais dans le mouvement des radios libres en 78, 79. Ah oui, on est en plein temps là. Oui, mais c'est-à-dire qu'à l'époque, on s'est encore fait saisir. Moi, j'ai jamais été arrêté, mais... Et moi, j'étais sur Radio Plus. Ah, Enfin, j'étais sur plusieurs radios, mais j'ai atterri dans Radio Plus, qui était la radio la plus de gauche, mais ni anarchiste, ou en tout cas pas trop anarchiste, ni trop idéologique comme pouvaient l'être d'autres radios. Donc tu démarres en radio libre. Et donc Explique-nous une fois à quoi ça consiste une radio libre à l'époque. Ça se bien, passe à dans une l'époque, pièce, c'est un grand foutoir. Et ça se passe chez les gens, dans un salon, dans Alors, une pièce. écoute, je l'ai encore fait chez des gens, mais ça c'était Radio 104 à Jette, à Laken, pardon, ils étaient à Laken, et ils étaient dans la cité modèle, qui à l'époque était déjà un coupe-gorge. Dans les années 70. Ah oui, dans les années 70. Moi en fait, j'avais un copain dans la cité modèle, qui portait le nom d'une grande star de rock, que je ne citerai pas, Prise de passe. qui était, non, et qui, enfin, c'était son surnom, Oui. et qui m'a un jour sauvé d'une attaque au couteau. Ah d'accord. Et c'était la bande de Laken, il y avait la bande de Strombeek, il y avait la bande de Wemmel. Ah oui, oui. Et donc en fait c'était des loupards, et des loupards belgo-belges. Je veux dire. Oui, Donc oui, à l'époque déjà c'était considéré comme... Moi je te dis, Un peu dangereux. J'habitais à Jumet, à Goïssa, il y avait ceux de Jumet, il y avait ceux de Voilà. Ladocherie, il y avait Voilà. ceux, c'était encore par rapport à ceux de Marchienne et Ladocherie, c'était toutes des bandes. Et à Ivan, Châtelet, il n'y avait pas une oui, bande de Châtelet. oui, la bande de Châtelet. Ça a été Tu vois, il y avait connu des jusqu'à bandes, il y Bruxelles. avait des bandes à l'époque. Ah oui, tout à fait. Et donc, rappelle-nous un petit peu cette épopée, parce que la radio, c'est vrai, ça se passait chez les gens ou bien. Alors, non, donc au début, là, c'était un couple qui avait deux jumeaux, qui avait créé Radio 104, et qui, en fait, enregistrait chez eux. Non, pardon. Chacun enregistrait chez soi, et on arrivait avec les bandes, qui étaient des bandes
pas des cassettes, hein, des bandes d'enregistreurs. Et ils les mettaient sur leur enregistreur à bande, et ils diffusaient depuis chez eux, depuis la cité modèle. Et disons qu'ils avaient l'avantage du fait que déjà à l'époque, les policiers aimaient pas trop intervenir dans ce nouveau phénomène. Dans ce groupe d'immeubles. Non, dans le groupe d'immeubles. Mais dans le groupe d'immeubles, voilà, c'était pas vraiment leur trip. Et donc, pendant plusieurs mois, ça s'est passé là. Et donc, dans une petite chambre d'adolescents, enfin, je sais pas quel âge ils pouvaient avoir, ils avaient 17-18 ans, et ils émettaient avec un petit émetteur, et puis après, ils ont carrément loué l'arrière d'un café, et où par exemple, j'ai interviewé Joan Jett, dans une espèce de... Ça ressemblait plus ou moins à un studio, mais c'était quand même fait de briques et de brocs. Et puis, il y avait progressivement... il y a eu des studios tout à fait décents. En général, c'était des appartements de pièces. Une pour la salle d'attente et une pour le studio, avec une technique tout à fait décente. Oh, parfois, il y avait 5 micros de marques différentes, mais parce que chacun amenait un peu son matériel. Et chez Radio Plus, par exemple, on payait 200 francs par mois pour pouvoir... participer à l'aventure, hein, donc on n'était pas payé, on payait parce qu'il n'y avait pas de publicité, mais on se formait en même temps. Et là j'ai rencontré plusieurs personnes qui travaillaient plutôt sur SIS, qui était une autre radio très connue et qui a produit énormément de gens qui maintenant sont haut placés dans des radios professionnelles. Donc tu es jeune journaliste. Donc oui, moi en fait je faisais d'animation, enfin j'animais. On passait des disques, on faisait des sélections musicales, et au bout d'un certain temps, je me suis occupé de l'info, donc je me levais. Alors la prise de parole arrive à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, on faisait l'info, et c'était assez épique, parce qu'on n'avait évidemment pas les dépêches belgas. Le soir, enfin les journaux, le soir, la Libre, etc., on les avait un peu tard. Pour le premier journal de 6h du matin. Donc en fait, le premier journal de 6h du matin, c'était un journal international. On écoutait les chaînes de radio, donc je ne sais plus si c'était Europe 1 ou RTL qui donnait le premier journal. Et à partir de ça, on faisait un premier journal. Et puis petit à petit, au fur et à mesure, les informations belges arrivaient pour les journaux suivants. Voilà. Et puis il y avait toujours ce risque d'une descente de police, puisque à partir de fin 79, début 80, les studios étaient installés, et donc les policiers savaient carrément où on se situait. Parce que tout au début, on enregistrait, mais ça moi je l'ai plus connu, ils enregistraient des cassettes qui diffusaient à partir d'une camionnette qui tournait autour de Bruxelles. Voilà. Et ça, c'était, je pense que c'est Radio Campus qui a commencé. Et donc la camionnette circulait, ce qui faisait qu'il n'était pas possible de trianguler, parce qu'il faut une triangulation pour pouvoir... si ça bouge, c'est foutu. Et si ça bouge, c'est foutu. Et donc ça, ça a été le début, parce que tout au début, la répression était assez sauvage. C'est-à-dire qu'au début, c'était considéré comme un délit assez grave, puisqu'on s'en prenait au monopole de l'information, de la RTBF, à l'époque de la RTB-BRT. Et quand tu commences à prendre la parole au micro, vers quelle orientation vas-tu? Est-ce que tu as des affinités sur certains sujets ou bien sur... Non, c'était l'information. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de reproduire l'information. Et on a fait quelques éditions spéciales, par exemple sur le front de la jeunesse. C'était une grande question à l'époque, est-ce qu'il faut les inviter à parler ou pas? C'est toujours la grande question du cordon médiatique, dont on parle encore aujourd'hui entre la Flandre et la Belgique francophone. C'est est-ce qu'il faut donner la parole à l'extrême droite ou pas? Et nous, on l'avait fait avec le Front de la Jeunesse. Il y a eu beaucoup de remous dans la chaîne, parce qu'il y avait plus de 100 animateurs. Et donc il y a eu un conseil après général. Et on entendait déjà ton nom sur les ondes.
On te citait? Alors moi je m'appelais juste Marcel. Marcel, d'accord. Non, c'est... Non, c'était juste Marcel. Il n'y avait pas d'autre Marcel dans la chaîne, donc Marcel ça suffisait. Il n'y avait pas beaucoup de Marcel d'ailleurs de mon âge. Et voilà, ça se passait. Et donc je reviens sur ce truc du Front de la jeunesse, mais on avait invité aussi des gens, des libertaires. On avait pris des gens un peu connus pour contrer le message qu'on savait extrémiste que le Front de la jeunesse a amené. Et donc ça s'est plutôt mal passé pour eux parce que en face, les libertaires les ont poussés dans leur dernier retranchement. On avait pris des avocats, donc on avait pris des gens qui avaient vraiment la capacité de les contrer, de déconstruire leur message, qui à l'époque était quand même encore très très proche des néo-nazis. Donc c'était vraiment l'Europe blanche, chrétienne. On utilisait des termes qu'on n'oserait plus utiliser aujourd'hui. Aujourd'hui, on cache tout derrière des euphémismes, des faux semblants. C'est beaucoup plus compliqué en fait aujourd'hui de déceler les extrémismes. Et tu avances professionnellement de quelle manière? Alors là, à ce moment-là, je vais travailler quelques mois aux Pays-Bas. Et je découvre un univers que je ne connaissais pas, l'univers du travail hollandais, avec des pratiques inimaginables en Belgique. Par exemple, j'avais fait quelques petits boulots, aux Pays-Bas, je vois un jour le grand patron qui arrive en costume, il repart en veste de sport avec des fleurs, et je lui dis, c'est pour qui, qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, je vais apporter ça à la secrétaire qui est malade depuis hier. Et donc, un patron belge, et ça j'avais eu l'expérience, aurait dit, oula, ça c'est encore une maladie diplomatique. Hein. Voilà. Le Hollandais, lui, dit, non, elle est malade, il faut que je lui montre que moi, le grand patron d'une boîte de 30-40 personnes, quand même, que je suis tout à fait solidaire avec elle, donc je vais lui apporter des fleurs. Ik ga bloemen brengen. C'est fou, hein? Voilà. Et là, je me dis, je suis dans un tout autre univers, avec de nouveau, même chose, ce grand patron, tous les soirs, descendait boire un petit genièvre avec le personnel, et dans son bureau, il fumait des Havanes, et avec le personnel, il roulait ses cigarettes. Et donc, simplement par assimilation avec le milieu où il était. Oui, ça se fait pas d'aller sortir un gros Havane devant le personnel, on fait ça dans son bureau quand on est seul, mais voilà. Et voilà, et j'ai trouvé ça très intéressant comme vision des choses, et j'ai eu la chance à cette époque-là, mais d'ailleurs nous avons eu beaucoup de chance parce qu'on a connu deux univers. Quand on voit l'univers d'avant, 68, qui traînait encore un petit peu, avec dans le début des années 80, les directeurs financiers étaient encore des gens à l'ancienne, quoi. Des gens qui, on a l'impression qu'ils sont passés au-dessus de tout ce mouvement. Et aux Pays-Bas, ça faisait des gens très d'apparence austère, mais qui avaient beaucoup d'humour. Et donc voilà. Et là, j'ai vraiment découvert un autre monde. Donc c'est une belle expérience. Radicalement, ouais. Et c'était que 6 mois, mais ça a été très enrichissant. Puis après, j'ai travaillé, en fait, j'ai mené deux activités principalement, même trois, l'une à côté de l'autre. L'écriture, j'ai toujours écrit, la musique, parce que j'ai beaucoup fait de musique en groupe, puis en studio, puis professionnellement. Tu joues quel instrument? Mon instrument, au départ, c'est la guitare, mais je joue aussi la basse, batterie. Donc tu as fait partie d'un orchestre? Oui, enfin, pas tellement un orchestre, mais c'était non, des projets en studio plutôt. Ah, d'accord. Ouais. Alors, j'ai
aussi fait partie de groupes de rock, on a fait des concerts. Tu joues comme toujours ça. maintenant? Maintenant, je joue plus pour moi, dans mon coin. Mais il m'arrive encore de composer une musique pour l'une ou l'autre de musique de commande, pour l'une ou l'autre occasion, mais c'est très rare, c'est une fois par an. Voilà. Et puis j'ai travaillé dans le tissu de théâtre et l'installation de studios de télévision. Donc là, j'étais pas trop loin de ce que j'aimais faire. Et puis un jour, quelqu'un m'a dit, bah écoute, tu écris quand même bien, tu devrais essayer de faire de la pub, ça paye bien. Et donc Et les écrits, les avez découverts comment déjà? Bon, je faisais parfois lire l'une ou l'autre chose, une petite nouvelle. Dans un cercle comme ça? Oui, vraiment dans un cercle. Parce que je n'osais pas aller plus loin. Le livre explique pourquoi. Et donc là, je réunis toutes mes forces. C'est de la timidité ou pas? Non, c'est vraiment, c'est dû Bon, c'est vrai que petit j'étais timide, mais c'est pas vraiment de la timidité, c'est le fait que dès que j'ai commencé à écrire, c'est le début de Rosa en fait. Dès que j'ai commencé à écrire, j'ai déposé mon premier poème sur le bureau de mon père et je l'ai retrouvé dans la corbeille. Et là je me suis dit, t'as pas de talent. Je me suis dit, c'est pas bon, c'est pas bien. Après, d'autres signes j'ai eu d'autres signes qui me disaient qu'en écriture, je me débrouillais plutôt bien, mais il y a toujours eu cette image qui faisait que voilà, je me sentais pas... Par contre, les autres étaient à l'écoute d'une lecture. Oui, de temps en temps, j'avais envie quand même que quelqu'un lise, donc j'avais des amis... tu arrivais avec tes feuilles, tu disais tiens, oui, parce que j'écrivais des paroles surtout en anglais, et de temps en temps j'écrivais des paroles en français, et bon ça on faisait des morceaux avec ça, donc évidemment c'était un petit peu entendu par l'une ou l'autre personne. Et de temps en temps je faisais lire quelque chose que j'avais écrit, mais vraiment à des amis très proches. Donc tu ressortais de là gonflé chaque fois, quoi. Parce que tu étais alors emballé, ça pouvait te permettre à dire tiens, allez, je vais non, plus parce loin. que je suis toujours dans le doute alors. Ah d'accord, emballé, non. Non, emballé, non. Mais avec, joyeux, je vais dire. Voilà. Ou content, ou rassuré, avec toujours le doute, est-ce qu'ils me disent ça parce que c'est des amis? Tu vois, donc c'est très compliqué ça. T'es pas encore marié là? Là je suis... Ah si, là je suis marié depuis pas très longtemps. Donc, je veux dire, je suis marié depuis pas très longtemps au moment où j'envoie, je prends mon courage à deux mains. Il y a deux annonces demandant un copywriter, donc un rédacteur. En France on dit un concepteur-rédacteur français pour des agences de publicité. Et pour les deux, j'envoie un petit dossier en faisant des fausses pubs. Et je suis engagé dans les deux. Sauf que l'une, c'est à Bruxelles, et je suis payé 51 000 francs belges à l'époque. C'était pas mal, c'était en 91. Et l'autre, c'est à Anvers, et je suis payé 120 000 francs belges. Par an, par mois? Par mois. 120 000 francs belges, ça fait 3 000 euros. Oui. Donc même encore aujourd'hui, c'est pas mal. C'est pas mal. Du tout. Mais là, pour moi, j'avais 31 ans, c'était magnifique, quoi. C'était super bien payé. La manne. Alors, disons, ça me changeait de... Ça me doublait en fait, je faisais plus que doubler mon salaire par rapport à ce que je faisais avant. Donc je me suis dit, là, ça c'est formidable. Je fais ce que j'aime faire. Pas tout à fait parce que il y a des directives très souvent, oui, on dit en publicité, c'est de la création. Ben non, la création, elle n'existe que quand il y a justement quand il n'y a aucun briefing. La création, elle part totalement de zéro. Elle part pas de, tiens, tu vas me faire un truc sur le... non, là, il y a des contraintes bien... Voilà. Mais il y a des contraintes, il y a des limites d'espace.
évidemment. Le budget. Même pour un slogan, il faut trouver un slogan qui tient en 5 mots et qui soit maximum, et qui soit marquant, et qui dise tout ce qu'on veut dire. Alors le budget, non, puisque moi j'étais... le budget, ça joue un rôle fondamental dans les scénarios. Donc voilà, j'ai aussi écrit des scénarios de pub, et là effectivement, si on écrit la voiture descend d'un hélicoptère, plaf, 27 000 euros pour l'hélicoptère, les assurances, donc voilà, si on écrit la voiture freine, bon, ça coûte rien. Voilà. Donc effectivement, mais ça c'est uniquement pour le scénario, pour le reste, on a un espace, bon, on le remplit de textes. Quel est le meilleur souvenir que tu as gardé de cette époque-là? Le truc qui a fait vraiment le buzz. Comme pub, oui. Qui t'a peut-être fait le plus grand plaisir, bon, est-ce que ça a été reconnu comme ça, mais qui te dit, tiens, allez... Bon, non, en fait, il y a eu beaucoup de moments où on s'amusait beaucoup. Non, c'était très gai, mais il y avait pas de... Moi j'ai toujours trouvé dans ce milieu, dans beaucoup de milieux d'ailleurs, mais dans le milieu de la publicité, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une sorte de forfanterie à vouloir absolument gagner des prix, être le meilleur, être le premier. Et ça m'a toujours énervé, parce que, cela dit, en même temps, c'est assez important, parce qu'en pub, si on revient avec un prix de Cannes, surtout à l'époque, on trouvait du boulot, on pouvait se faire engager 20 ou 25 ou 30 ou 40 ou 50% plus cher ailleurs. Donc financièrement, gagner un prix avait un sens. Maintenant, si c'était pour... très souvent, la raison pour lesquelles ces créatifs d'agence voulaient gagner des prix, c'était pas les finances, c'était parce que ils pensaient être à ce moment-là un peu le roi du monde. C'est même pas une reconnaissance. Il y a des gourous, quoi. Voilà, voilà, plaf, tu as gagné, tu es gourou. Ah, chouette. C'est gala, quoi. C'est gala, oui. Et pour moi, le pire imposteur que ce milieu ait jamais produit, parce que c'est vraiment lui qui a commencé à faire croire que la publicité c'était de l'art, création artistique, ce que ça n'a jamais été. Il y a des artistes qui font de la publicité, il y a un moyen artistique de créer des publicités, il y a moyen d'être très original, il y a tout ça, mais on ne peut pas concevoir la publicité en soi comme un art, ni son résultat. Voilà, c'est bien, ça révèle des talents énormes, etc., mais c'est pas une création artistique. Et donc, ça m'a beaucoup énervé. Mais non, ce qui m'a peut-être qui était le plus gai, c'était de faire Bruxelles-Anvers à moto. Explique-moi. Les jours où il faisait beau, passant par les petites routes sinueuses du côté de Malines, ça c'est le souvenir, le tueur. Oui, ça c'est... Aller au travail en moto. Aller au travail à moto, ça c'est sympa. Et puis le découvrir Anvers aussi, les Anversois. Donc j'ai travaillé 5 ans, un peu plus de 4 ans à Anvers. Et donc là j'étais dans un autre univers, que je connaissais un petit peu parce que j'ai passé toutes mes vacances de mon enfance pratiquement en Flandre, donc j'étais pas en terrain inconnu, mais là j'étais vraiment en terrain professionnel et amical, dans une autre ville de l'autre région du pays, dans la métropole comme disait mon grand-père, ou comme on disait à l'époque de mon grand-père. Tu dévoiles là un côté contemplatif, si c'est le paysage qui t'a marqué. Non, mais c'est le fait. Non, c'est un peu idiot, mais il y a tellement. En fait, j'ai fait ce chemin d'abord en train, au départ, donc je prenais le tram, et puis le train, et puis le bus à Anvers, ça mettait quand même 1h30 pour arriver au. C'était en Anvers même ou bien en commune? Wilrijk. Ah, Wilrijk. Et donc de porte à porte, c'était un peu long, puis je l'ai fait en voiture, et là j'ai connu les embouteillages.
même si j'étais un peu à contresens, puisque moi j'allais à Anvers quand les Anversois venaient à Bruxelles ou les Malinois, mais quand même à l'arrivée à Anvers c'était un peu pénible, le retour à Bruxelles était parfois un peu pénible aussi, et puis la moto, voilà, c'est... alors, quand il neigeait, c'était pas top, quand il pleuvait, c'était pas top, mais le grand souvenir, c'est quand il faisait beau, les petites routes, prendre son temps et revenir du boulot en se faisant plaisir, voilà. C'est complètement anecdotique. Hein, ça me permet de découvrir évidemment la personnalité que tu es, évidemment, mais c'est cette double culture, évidemment, parce que, triple culture, parce qu'encore une fois, c'est pas le plouc qui reste toujours dans son petit coin, qui ne parle que sa langue. Non, là tu as déjà une ouverture d'esprit, et ça te permet d'avoir une analyse supérieure par rapport à d'autres. Supérieure, non, mais supérieure en richesse, en découverte, quoi. Différente. Et différente. Mais en fait, si tu veux, ce qui est cocasse, c'est que quand je suis arrivé à Anvers, c'est là que je m'en suis rendu compte. Avant, ça ne m'avait jamais effleuré. On me disait de Waal, le Wallon. Le Wallon. Parce que j'étais le seul francophone de l'agence. Au début, une vingtaine de personnes. Le Wallon. J'étais le Wallon. Il y avait un Gentenaar, un Gantois. Déjà pour un Anversois, un Gentenaar, c'est pas tout à fait la même chose que un Antwerpenaar. Et puis il y avait de Waal, le Wallon. Mais en fait, ça n'a jamais été péjoratif, quoi. Pour certains, oui. Mais généralement, non, c'était plutôt curieux. C'était plutôt de la curiosité. D'autant plus que tu parlais leur langue. Voilà, oui, alors non, parce que comme j'avais travaillé 6 mois aux Pays-Bas, je parlais néerlandais avec un Hollands accent. Et ik kwam zo, et alors il me dit, mais non seulement tu es wallon, mais en plus tu es hollandais. Alors pour les Anversois, le hollandais, je crois que c'était à l'époque même pire qu'un wallon dans l'imagerie vraiment populaire. Et donc mon accent a évolué évidemment assez rapidement en côtoyant les Anversois, qui parlent d'ailleurs une langue très très proche de la langue de ma grand-mère, qui parlait le Brabants. Elle venait plutôt du pays de Waas, donc c'est pas tout à fait la même chose que le Brabançon, mais comme c'était mélangé avec le bruxellois, puisqu'elle a toujours vécu à Bruxelles, ma grand-mère parlait quelque chose de très proche de l'anversois et je m'y reconnaissais tout à fait, donc ça n'a pas été très difficile de rentrer dedans. Mais donc c'est là que je me suis rendu compte que j'étais un wallon pour eux. Et en fait, là j'ai commencé à réfléchir, je dis un wallon, en fait je n'ai aucune origine wallonne, sinon technique. Mon père est des cantons de l'Est. Et les cantons de l'Est font partie de la province de Liège depuis le début. Et donc c'est un germanophone, qui fait partie de la province de Liège. Et la province de Liège, évidemment, c'est la région wallonne aujourd'hui. Si on va, j'ai fait l'expérience, on va à Eupen, on demande aux gens, c'est la Wallonie ici, ils disent, non, c'est pas la Wallonie ici. Hein. Non. Ici c'est les cantons. Là. Et alors on dit, oui, mais enfin c'est en région wallonne. Ah non. Et j'ai même eu quelqu'un devant le local de la région wallonne, avec le logo derrière, qui nous a dit, j'étais avec un journaliste français, qui nous a dit, non, c'est pas la Wallonie ici. Non. Donc, voilà. Cantons, c'est les cantons. Donc pour ça que je dis, techniquement, bon, mon père est né, il est né à Aix-la-Chapelle, mais il a toujours habité les cantons. Donc techniquement, je suis wallon de ce côté-là. Mais ethniquement, on va dire, linguistiquement, mon père était germanophone. Voilà. Et ma mère était bilingue. De père bruxellois, lui-même déjà bilingue, et de mère originaire du Pays d'Oise, qu'elle n'a pas habité. Hein, mais, parce qu'elle, moi j'aime bien, encore on a employé une excellente expression, et c'est comme ça qu'on dit, du Pays de Oise. Oui. Ça veut dire la multiculturalité qu'il y a déjà en Belgique entre les Belges. Ça, voilà, et c'est pour ça que je voulais te reprendre tout à l'heure quand tu as parlé du côté un petit peu étriqué de dire de Gentenaar, le Gantois, de Waal. Mais en fait, c'est
c'est simplement que la Flandre est gardée beaucoup plus longtemps que d'autres régions. Cette notion de pays. Cette notion de, voilà, de terroir, de pays. Et j'adore, moi, j'adore. Parce que leur clocher, c'est leur pays, quoi. C'est pays, pas ici. Absolument. Et parce que, en fait, la Flandre était plus longtemps plus pauvre. Oui. Et donc, les voyages, Le c'est pouvoir ce du qu'on fait clocher, quand on a de oui. l'argent. Oui. Et les Flamands qui ont voyagé se sont trouvés souvent à Bruxelles ou en Wallonie. Et donc, mais ceux qui sont restés en Flandre, accrochés à la terre, ils ont évidemment continué pendant plus longtemps à se référer au clocher. Maintenant, ça paraît tout à fait absurde parce que c'est probablement une des cultures les plus vivantes et les plus internationales, beaucoup plus internationales que la culture francophone en Belgique. Notamment par exemple au niveau des séries ou des films, ils arrivent beaucoup plus à percer. Au niveau culturel, au niveau chanteur, au niveau chanteur, ça se discute parce qu'il y a quand même Stromae par exemple. Enfin, là, je pense que ça peut encore se discuter, mais au niveau littéraire, sachant qu'ils n'ont pas l'espace francophone que nous on a, sortir de l'espace flamand. Comme ils arrivent à le faire, c'est effectivement à la fois une preuve d'originalité liée ça au terroir et une preuve de projection, de compréhension du public mondial, je vais dire. Et voilà. Mais par exemple, moi ce que j'adore, c'est la Flandre orientale, occidentale, West-Flandre, où en fait il y a des villages où des érudits locaux créent des dixionnaires ou rassemblent des dictionnaires d'expressions locales qui ne sont pas les mêmes à Ypres qu'à Dixmude ou à Ostende. Et donc, et voilà, il y a une richesse extraordinaire et je suis toujours assez triste quand je vois que c'est réduit de l'autre côté de la frontière linguistique, parce que ce passage est très réducteur dans les deux sens, à oui, à 50 km, vous ne vous comprenez pas les uns les autres, vous êtes un petit peuple avec une petite langue. Et c'est le contraire. C'est une énorme richesse, et voilà. Et donc voilà. Et donc ces 4 ans passés à Anvers m'ont permis aussi de comprendre la montée du Vlaams Blok à l'époque, et de m'en inquiéter, et c'est ce qui m'a fait écrire mon premier essai 20 ans plus tard. 15 ans plus tard. 15 ans plus tard. Ouais. Non, 20. Donc tu avais déjà un regard attentif. Oui, en fait, ça c'est familial. On a toujours enfin, c'est du côté de mon père. Mon grand-père était instituteur anti-nazi à la frontière allemande, et donc quand il donnait cours, son école donnait sur la douane, donc il y avait des Allemands en face, donc quand il donnait cours sur le nazisme, il ouvrait grand les fenêtres pour que les douaniers donc de l'Allemagne nazie profitent de son cours. Et à partir de 1938, c'était des SS. Et donc le jour du début, donc le jour de l'invasion, donc le 10 mai, il se rend à son école, et là l'attendent deux personnages. Alors on m'a raconté qu'ils étaient en long impair, ça fait un peu caricatural, mais c'est très possible, qui viennent et qui lui disent, voilà, maintenant tu dois donner le cours tel que nous le concevons, qui était d'ailleurs séparé pour les filles et les garçons, parce que les filles étaient hors de question de leur apprendre l'histoire. Parce que dans les années 70, puis ça a commencé à devenir mixte dans les années... Oui, peut-être un peu plus tôt en Allemagne, mais ce qui se passait surtout en Allemagne, c'est que le programme était très différent, y compris en primaire. Et lui, il était instituteur, donc il s'occupait de la primaire. Et évidemment, dans ces villages, les enfants, c'était impossible. Ils avaient déjà une classe avec 6 classes différentes, donc ils ne séparaient pas, à ma connaissance, les sexes. Et donc, et lui, il refuse évidemment de signer un papier officiel disant
je vais donner le cours qu'on m'impose et je reconnais, et je ne vais plus critiquer le nazisme ou Adolf Hitler, etc. Oui, mais c'était un notable, c'était un conservateur, c'était pas un socialiste ou un communiste, et on a toujours l'impression que Hitler prenait tout le monde et déportait tout le monde. Non, non, il a toujours gardé, en tout cas jusque probablement en 1944, il a toujours gardé il a toujours eu peur du peuple quelque part, et déporter comme ça tout de suite ou fusiller un conservateur notable, très bien connu, très apprécié même dans la région, ça ne faisait pas partie de leur ADN. Ça, c'était un pont trop loin. Et donc c'est ça qui a permis à mon grand-père de survivre, enfin, à la guerre, mais il n'a plus le droit de travailler, donc c'était une forme de punition quand même. Et donc il a continué à militer, parce que c'était un pacifiste. Et de là découle le fait que dans la famille, je veux dire, c'est notre ADN. C'est le grand-père, c'est une résistance pacifique. Donc on ne peut pas parler de résistance au sens armé ou quoi que ce soit. On ne sait pas ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il n'a jamais voulu en parler. Ce qu'on sait, effectivement, ça s'est attesté, c'est qu'il a refusé de se soumettre à l'enseignement nazi, et qu'il a été un des rares fonctionnaires belges à être repris directement après la guerre, parce qu'il n'avait pas collaboré. Donc voilà. Et de là, effectivement, son enseignement antinationaliste, antinazi, voilà, il vient de lui à travers mon père, parce que je n'ai pas connu mon grand-père, à travers mon père et mes oncles, voilà. C'est dans mon ADN, je peux rien y faire. Je vais profiter.